Donc passons au deuxième cas clinique. Donc vous êtes de garde aux urgences, dans les Vosges, et vous accueillez un patient de 53 ans, fermier, qui vous est adressé parce qu'il a du mal à respirer et qu'il a de la fièvre. Il n'a pas de médecin traitant, il n'a aucun antécédent, il a été opéré d'une appendicite dans l'enfance, d'une colique néphrétique il y a quelques années, et c'est un patient qui est gros fumeur, tabagique, non sevré à 40 paquets années. Le soir, en rentrant de sa journée de travail, il n'a pas pu reprendre son souffle. Auparavant, il n'était pas essoufflé, mais là, depuis le soir, il est essoufflé. Les symptômes ont débuté brutalement, tant et si bien que son épouse a eu peur, a appelé les pompiers qui ont amené le patient aux urgences. Lorsque vous le voyez, il est fébrile à 39,5 degrés, sa fréquence cardiaque est à 130 par minute, sa pression artérielle est à 165,91, sa fréquence respiratoire à 33, sa saturation en oxygène à 87%, il est en sueur, présente une cyanose modérée du visage et des lèvres et un tirage susclaviculaire. Il tousse beaucoup. Donc jusque-là, vous avez un patient tabagique, sans antécédent, qui est essoufflé. Ce qui est important, c'est qu'il est fébrile, qu'il présente des signes de gravité, vu qu'il est une tachycardie et une tachypnée. Et il désature un petit peu en air ambiant. Il est en sueur, ce qui peut vous évoquer ou un effort respiratoire trop important ou une hypercapnie. Il est cyanosé, ce qui est un signe d'hypoxie. Et il présente un tirage susclaviculaire, des signes de lutte. Donc c'est un patient qui est en détresse respiratoire aiguë. Première question. Vous réalisez les gaz du sang au patient en air ambiant et vous retrouvez un pH normal à 7,42, une PaO2 basse à 57 mm de mercure, une PaCO2 basse à 31 mm de mercure, un taux de HCO3-, donc de bicarbonate qui est normal à 22 mmol par litre. Interprétez ces gaz du sang. Votre externe vous évoque une exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc d'abord, l'interprétation de ces gaz du sang. Le pH est normal. Il est entre 7,38 et 7,42. Les bicarbonates sont normaux, donc on n'a ni acidose ni alcalose. Par contre, le taux de PaO2 est très bas. Il s'agit d'une hypoxémie. Le taux de PaCO2 est bas, inférieur à 40. Il s'agit d'une hypocapnie. Donc on a une hypoxémie plus une hypocapnie. Et si on fait la somme PaO2 plus PaCO2, on obtient un résultat qui est bas, ce qu'on appelle un effet Shundt. PaO2 plus PaCO2 inférieur à 120, il s'agit d'un effet Shundt. Donc quelque chose qui est évocateur d'un problème au niveau des échanges pulmonaire. Donc, soit l'oxygène passe dans les alvéoles mais ne passe pas dans le sang, soit on a un shunt qui mélange du sang désaturé à du sang oxygéné, d'où l'hypoxémie. Et le patient, pour compenser, hyperventile, d'où l'hypocapnie. Donc, chez ce patient, il s'agit d'une atteinte respiratoire avec hypoxémie, problème de l'échangeur respiratoire, et hypocapnie, parce que le patient hyperventile pour compenser. Votre externe vous parle d'une exacerbation de BPCO. Il ne peut pas s'agir de cela, puisqu'une exacerbation de BPCO, c'est un problème de ventilation. On n'aura pas assez de débit, ventilatoire alvéolaire, ce qui entraînera une hypercapnie. Donc, chez ce patient, on est en hypocapnie, le patient hyperventile. Il est totalement impossible qu'il s'agisse d'une exacerbation de BPCO. Donc, non, le patient ne présente pas d'exacerbation de BPCO, ou en tout cas pas d'exacerbation de BPCO isolée. Deuxième question. Quelle est votre première hypothèse diagnostique? Quels examens complémentaires allez-vous demander pour affirmer cette hypothèse? Donc votre première hypothèse diagnostique, vous avez un patient âgé, fumeur, qui présente brutalement une dyspnée avec détresse respiratoire, problème de l'échangeur pulmonaire, dans un contexte fébrile, à plus de 39. Donc, votre première hypothèse est, je dirais par argument de fréquence, une pneumopathie infectieuse. Quand vous donnez votre diagnostic, surtout dans le cadre de pneumopathie infectieuse, essayez de le caractériser. Il s'agit d'une pneumopathie infectieuse qui est aiguë, puisqu'elle est survenue brutalement le soir, qui est probablement bactérienne, par argument de fréquence, et du fait de sa symptomatologie, qui est communautaire, vu que le patient n'est pas hospitalisé. Lorsque vous faites un diagnostic en pathologie infectieuse, très important de dire si c'est quelque chose de communautaire ou de nosocomial, parce que ça change toute la prise en charge et toute l'antibiothérapie. Il s'agit d'une pneumopathie infectieuse qui est grave, puisqu'elle a des signes de gravité, et probablement à germe typique
donc plutôt du pneumocoque, vu que la symptomatologie est survenue de façon brutale. Donc la pneumopathie sur le terrain, les arguments cliniques, et aucun argument pour quelque chose de viral. Le patient n'a pas de signe ORL, pas de symptômes grippaux. Le pneumocoque, ou en tout cas quelque chose de bactérien typique, à cause de la brutalité du début, de l'importance de la fièvre et des gaz du sang. Quelque chose de grave, à cause des signes de gravité, la tachycardie, la tachypnée, la cyanose, les signes de détresse respiratoire, les signes de lutte et l'hypoxémie importante au gaz du sang. Alors pour affirmer un diagnostic de pneumopathie infectieuse, lorsqu'on a une pneumopathie infectieuse grave, comme chez ce patient, il faut hospitaliser le patient et faire des examens complémentaires pour affirmer ce diagnostic. Donc, une numération formule sanguine pour rechercher l'hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Ensuite, des examens pour rechercher un syndrome inflammatoire, le CRP, et la PCT, qui est beaucoup plus spécifique des infections bactériennes. Je pense que c'est important de la citer ici. Un bilan métabolique, le ionogramme, l'urée. On peut rechercher quelque chose de favorisant, donc une cause d'immunodépression sous-jacente qui favoriserait une pneumopathie infectieuse. Donc pensez au diabète avec la glycémie, pensez au VIH, mais n'oubliez pas, en demandant une sérologie VIH, à demander l'accord du patient. Une sérologie VIH demandée sans accord du patient, c'est quelque chose qui est légalement répréhensible et qui vaudra 0 à vos questions. Ou pensez à faire une électrophorèse des protéines sériques qui d'une part vous donnera des arguments pour une infection avec l'hypergammaglobulinémie polyclonale et d'autre part peut vous donner des informations quant à une éventuelle immunodépression si on retrouve une hypogammaglobulinémie. Et puis, donc, passer ces examens standards, il faut les examens spécifiques qui font le diagnostic de pneumopathie. Tout ce qui permet de rechercher le germe. Les hémocultures, au moins 3, et anaérobie, répétées au pic fébrile, avant toute antibiothérapie et sans la retarder. J'insiste sur le fait qu'on ne doit pas retarder l'antibiothérapie pour les hémocultures dans le cadre d'une pneumopathie qui est grave. Ensuite, les prélèvements locaux. Le CBC a très peu d'intérêt en pratique. L'aspiration trachéale est assez peu spécifique parce qu'on a beaucoup de souillures. Par contre, les prélèvements d'histoprotégés qui sont très utilisés notamment en réanimation ou le lavage broncho-alvéolaire lorsqu'on réalise une fibroscopie. Et puis, n'oubliez pas l'antigénurie légionnelle, l'antigénurie pneumocoque. J'insiste surtout sur l'antigénurie légionnelle qui est le meilleur examen pour faire le diagnostic de légionellose dans un contexte aigu, puisque c'est quelque chose d'assez sensible pour les légionella de type 1 et d'obtenu assez rapidement, l'antigénurie pneumocoque. Et puis, à distance, qui ne nous servira pas en aigu, les sérologies pour les germes atypiques, chlamydia, légionnelle, mycoplasme, mais il faudra faire 2 sérologies à 15 jours d'intervalle, comparer les taux d'anticorps, d'IgG, d'IgM dans ces 2 sérologies pour avoir le diagnostic dont ça ne servira à rien dans la prise en charge initiale du patient. Ensuite, en termes d'imagerie, pour le diagnostic de pneumopathie, il faut réaliser une radiographie thoracique, debout, de face, en inspiration, et debout, de profil, en inspiration, afin de rechercher un foyer infectieux qui va être, en cas de pneumopathie communautaire à germe typique, un syndrome alvéolaire systématisé. Alors, troisième question. Si votre diagnostic de pneumopathie aiguë communautaire est confirmé, quelle sera votre prise en charge thérapeutique? Donc, il s'agit d'une pneumopathie aiguë communautaire grave à germe typique. Il faut donc hospitaliser le patient en soins intensifs ou en réanimation sur la gravité des symptômes. Je pense notamment à la signe de détresse respiratoire, à l'hypoxie avec la cyanose, aux signes de lutte, à la tachypnée, à la tachycardie. Mais essentiellement les signes de détresse respiratoire qui doivent faire hospitaliser le patient dans un milieu de soins intensifs ou en tout cas un patient qui doit être scopé et surveillé de façon rapprochée. Il faut donc scoper le patient, le mettre sous oxygène et traiter sa pathologie. On suspecte quelque chose d'infectieux, donc il faut mettre en place une antibiothérapie qui doit être double, synergique, bactéricide, probabiliste, active sur les germes typiques et atypiques, puis secondairement adaptée à l'antibiogramme. L'antibiothérapie doit être double et active sur les germes à la fois typiques et atypiques, du fait de la gravité du tableau. Devant une pneumopathie grave, on ne peut pas se permettre de cibler uniquement les germes typiques ou les germes atypiques. Donc les possibilités, il s'agit de bithérapie ou
de l'augmentin ou des céphalosporines de troisième génération, ajoutés à des macrolides ou des quinolones injectables comme la lévofloxacine ou la moxifloxacine. Ce qui est le plus souvent prescrit, il s'agit de céphalosporines de troisième génération associées à des macrolides. Donc, dans ces antibiotiques, les céphalosporines et l'augmentin touchent les germes typiques et les macrolides touchent les germes atypiques. Ensuite, c'est un patient qui est fébrile. On peut lui donner des antipyrétiques si la fièvre est mal tolérée. Sinon, il vaut mieux ne pas lui en donner pour surveiller la fièvre. C'est un patient qui a des douleurs, donnez-lui des antalgiques. Et c'est un patient qui, dans le cadre d'une pneumopathie, a des difficultés respiratoires. Il va tousser, cracher, s'encombrer, d'où l'intérêt de la kinésithérapie respiratoire, qui a une place importante dans le traitement symptomatique d'une pneumopathie infectieuse. C'est un patient qui va être alité, dans un cadre inflammatoire, donc il y a un risque de thrombose. Pensez à l'anticoagulé à dose préventive. Et n'oubliez pas que c'est un patient qui fume. Un gros fumeur qui fait une pneumopathie doit arrêter de fumer. Le sevrage tabagique, c'est quelque chose d'important. D'une part, ça accélérera la guérison de ces symptômes dans l'immédiat. Et d'autre part, ça limitera le risque de récidive infectieuse. Et également, à long terme, ça limitera les risques de cancer pulmonaire, les risques cardiovasculaires, etc. Et c'est un patient qu'il faut surveiller sur le plan clinique et paraclinique. Alors, quels critères doivent faire hospitaliser une pneumopathie? Je vous ai remis quelques tableaux qui vous seront aussi donnés en annexe. Essentiellement, retenez deux choses, un terrain à risque ou des signes de gravité. Signes de gravité, les points essentiels sont une hypotension artérielle, une tachycardie, une tachypnée, une une hyperthermie. En termes de terrain, il s'agit d'un terrain à risque, notamment une néoplasie associée. Il s'agit d'un terrain à risque pour ce qui est de l'observance, conditions socio-économiques défavorables, ou isolement chez les personnes âgées. Et puis, tout ce qui est terrain à risque, c'est aussi l'âge, ou toute comorbidité, qu'il s'agisse d'une comorbidité cardiaque, respiratoire, rénale, hépatique, métabolique, une immunodépression, une splénectomie, enfin toute comorbidité. Bon. Quatrième question. Malheureusement, votre patient ne suit pas vos propositions thérapeutiques. Il se dispute avec son épouse, il sort de l'hôpital contre avis médical et aucun examen complémentaire n'est réalisé. Par contre, vous lui faites une ordonnance, il vous promet de prendre ses médicaments. Quelques semaines plus tard, son épouse vous rappelle, son mari a eu de nouveau plusieurs épisodes fébriles, il ne cesse de tousser et elle est inquiète parce que son beau-frère a attrapé la tuberculose il y a quelques années, a rendu visite aux patients à Noël et elle a peur que son mari qui tousse, qui est fébrile, ait attrapé la tuberculose. Le mari accepte de réaliser une radiographie des poumons pour rechercher la tuberculose. Qu'est-ce que vous rechercherez comme argument sur une radiographie pulmonaire pour faire un diagnostic de tuberculose? Alors, on a trois choses dans une radio qui sont évocateurs de tuberculose. Des lésions du parenchyme, des adénopathies et des lésions de la plèvre. Les lésions du parenchyme, il s'agit de nodules, donc une masse qui sera pleine, je dirais non excavée, de cavernes, il s'agit d'une masse excavée, ou d'infiltrats. Et ces lésions de tuberculose, retenez que ça prédomine au niveau des segments supérieurs des lobes supérieurs et au niveau des segments supérieurs des lobes inférieurs. Donc essentiellement, lorsque vous avez une radiographie thoracique, les lésions de tuberculose vont se placer essentiellement dans les zones en haut et dans les zones supérieures des lobes inférieurs. Et puis, retenez, en plus des lésions parenchymateuses, on peut avoir des adénopathies médiastinales qui peuvent être calcifiées ou non. Donc des adénopathies médiastinales, on les aura ici, sur une radiographie thoracique. Elles seront calcifiées le plus souvent dans le cadre d'une tuberculose ancienne, ou elles ne seront pas calcifiées dans le cadre d'une tuberculose récente. Et enfin, le troisième signe évocateur de tuberculose, il s'agit de lésions pleurales, ce qu'on appelle la pachypleurite ou les calcifications pleurales.
Donc pachypleurite, il s'agit d'un épaississement de la plèvre. Calcification pleurale, il s'agit de calcification en os de sèche. Donc pour reprendre notre image pulmonaire, on aura un épaississement au niveau de la plèvre, à un endroit ou à un autre, qui pourra être plus ou moins calcifié. Bon. Et ensuite, pour affirmer ou infirmer un diagnostic de tuberculose, on recherchera aussi tout ce qui est diagnostic différentiel. Si on a des lésions évocatrices d'un autre diagnostic, ce sera un argument contre la tuberculose. 5e question. Quel bilan paraclinique demanderez-vous pour affirmer le diagnostic de tuberculose? Ça, c'est une question à bien connaître, à bien maîtriser. C'est une maladie qui est fréquente, qui peut prendre différentes formes, et ce sont des examens, pensez-y, devant tout syndrome inflammatoire au long cours, devant toute fièvre au long cours, devant tout symptôme pulmonaire très traînant. Donc, en termes de biologie, les examens plus spécifiques sont l'IDR à la tuberculine, qui est difficile à interpréter en fonction de l'état de la vaccination du patient, et le dosage de l'interféron, le quantiféron. Ensuite, il faudra rechercher le germe par examen direct. La coloration de cils permettra de rechercher des bacilles acido-alcoolo-résistants dont le germe de la tuberculose fait partie. Et sur ces prélèvements, on pourra faire donc l'examen direct, également la culture qui se fait sur milieu de Loewenstein, puis un antibiogramme. Les prélèvements faisables, il s'agit d'expectoration 3 matins de suite, les BK crachats. Il s'agit de tubage gastrique 3 matins de suite, les tubages gastriques étant beaucoup plus sensibles que les expectorations, mais ont l'inconvénient d'être désagréables pour le patient, puisqu'il faut lui passer un tube jusque dans l'estomac. Et les prélèvements peuvent être faits par fibroscopie bronchique pour aspiration et lavage broncho-alvéolaire. Ensuite, pour rechercher une tuberculose, il faut aussi rechercher ses facteurs favorisants, une immunodépression, et j'insiste, la sérologie VIH doit être systématique dans une suspicion de tuberculose, mais il faut absolument l'accord du patient pour faire une sérologie VIH. C'est médico-légal. Ensuite, la recherche de tuberculose passe par des examens biologiques, mais également par des examens d'imagerie, essentiellement le scanner thoracique. Et puis, enfin, en dernier recours, si on a un doute diagnostique, on peut avoir recours à de l'histologie, faire des prélèvements d'une atteinte tuberculeuse, qu'il s'agit d'atteinte pulmonaire dans le cadre d'une tuberculose pulmonaire, d'atteinte digestive dans le cadre d'une acide tuberculeuse, etc. L'histologie d'une tuberculose mettra en évidence un granulome qui est épithélioïde et gigantocellulaire et avec nécrose caséeuse, ce qui est quelque chose d'important, qui le différencie notamment de la sarcoïdose ou d'autres granulomateuses. Alors, votre radiographie est anormale et vous avez ce scanner qui montre ces images de façon bilatérale et symétrique. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Il s'agit d'images où on a des plages un peu grises, donc un petit peu hyperdenses par rapport à du parenchyme pulmonaire normal, mais qui ne sont pas complètement blanches, ce qu'on aurait dans un syndrome alvéolaire. Ce type d'image, c'est ce qu'on appelle du vert dépoli. Et donc, il s'agit d'un scanner thoracique en coupe transversale qui visualise le poumon droit, dans l'image que vous avez, en fenêtre parenchymateuse. Il s'agit d'un syndrome alvéolaire ou alvéolo-interstitiel, avec des images en vert dépoli, à prédominance périphérique. Et on n'a pas d'image de fibrose, pas d'image en rayon de miel. Le vert dépoli, c'est des images qui sont interstitielles, alvéolaires, enfin qui sont un petit peu entre les deux. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un syndrome alvéolaire à proprement parler. Et donc, en conclusion, il s'agit d'un aspect de pneumopathie interstitielle avec des images en vert dépoli. Et donc, ces images en vert dépoli sont vues dans certaines sous-catégories des causes de pneumopathie interstitielle, notamment dans toutes les causes infectieuses. Pensez aux pneumocystoses, dans l'œdème pulmonaire, il ne s'agit pas d'une pneumopathie interstitielle, mais un œdème aigu du poumon donne ces images en vert dépoli. Dans les pneumopathies d'hypersensibilité, les allergies médicamenteuses, les alvéolites allergiques et serins secs, dans des pneumopathies associées aux connectivites et
les hémorragies intra-alvéolaires donnent également ces aspects de pneumopathie interstitielle avec verre dépoli. 7e question, vous perdez de vue votre patient et dans les mois qui suivent, des accès de dyspnée fébrile se répètent quasi quotidiennement, essentiellement le soir. Il vous recontacte, s'il n'en peut plus, il veut être hospitalisé, faire le point sur sa maladie. Quels examens vous proposez et qu'est-ce que vous recherchez? Donc on est dans le cadre d'un homme âgé qui a plus de 60 ans, qui est tabagique au long cours et qui présente une pneumopathie interstitielle avec des images en verre dépoli qui cliniquement se manifeste par des accès de dyspnée fébrile répétés, à prédominance vespérale, chez un patient fermier. Donc, qu'allez-vous demander? Il va falloir demander un bilan étiologique exhaustif. On a beaucoup d'étiologies possibles dans ce genre de tableau de pneumopathie interstitielle. Et il faut rechercher des causes qui peuvent être à la fois tumorales, infectieuses, inflammatoires, allergiques, iatrogènes, etc. Donc vous allez demander des examens non spécifiques de la biologie qui va vous donner des arguments d'orientation. Notamment, y a-t-il une anémie? Y a-t-il une lymphopénie, une hyperleucocytose, un syndrome inflammatoire? Y a-t-il des anomalies métaboliques, des anomalies de la fonction rénale ou hépatique? Vous demanderez la calcémie. La calcémie, c'est si on suspecte une sarcoïdose, qui est une cause de pneumopathie interstitielle. Il faut rechercher une hypercalcémie, une hypercalciurie, parce qu'il s'agit de symptômes évocateurs de sarcoïdose et en même temps d'atteintes qui peuvent être graves dans une sarcoïdose. L'électrophorèse des protéines sériques pour rechercher des arguments pour quelque chose d'infectieux ou d'inflammatoire. La sérologie VIH avec l'accord du patient pour rechercher une immunodépression qui sera très évocatrice, entre autres, de pneumocystose ou de tuberculose. Pour rechercher des maladies auto-immunes, les anticorps antinucléaires. Ensuite, l'enzyme de conversion de l'angiotensine pour rechercher une sarcoïdose, l'IDR à la tuberculine pour rechercher une tuberculose ou pour corroborer une sarcoïdose grâce à l'anergie tuberculinique, la recherche de tuberculose, je ne reviens pas dessus, le dosage de précipitine sérique, qui sont les examens biologiques qui permettront de rechercher une alvéolite allergique extrinsèque. Et puis, sortie de la biologie, on a des examens autres, les explorations fonctionnelles respiratoires pour rechercher un syndrome restrictif ou des troubles de la diffusion qui orientent vers différentes étiologies. Et essentiellement, la fibroscopie bronchique avec le lavage broncho-alvéolaire qui est un des examens clés dans l'exploration diagnostique des syndromes interstitiels. En dernier cours, on pourra avoir recours à des biopsies transbronchiques ou pulmonaires qui permettront d'affirmer un diagnostic qu'il s'agisse de quelque chose de tumoral, quelque chose de tuberculeux, quelque chose d'infectieux. Ce sont des gestes qui sont plus invasifs, plus à risque, mais qui peuvent être discutés si le reste du bilan est négatif. Alors, quelques rappels sur la fibroscopie bronchique. Je passerai vite, vous aurez ces fiches qui vous seront données. Retenez qu'un LBA, un lavage broncho-alvéolaire normal, c'est 150 cellules par millimètre cube, essentiellement des macrophages, avec 5 à 15% de lymphocytes. Retenez que lorsqu'on a une alvéolite à lymphocytes, il faut avant tout évoquer une sarcoïdose, où on a une lymphocytose modérée à moins de 50%, surtout à CD4. Dans une alvéolite allergique extrinsèque, on a une lymphocytose très élevée, avec des CD8. Et puis, on peut avoir des pneumopathies médicamenteuses, des connectivites, des lymphomes, des infections. Les alvéolites à neutrophiles, ça doit évoquer une fibrose pulmonaire primitive ou idiopathique, ou une collectivite. Les alvéolites à macrophages, ce sont plutôt les pneumoconioses, et j'en passe. La 8e question. Vous réalisez une fibroscopie, elle retrouve une alvéolite lymphocytaire à prédominance de CD8. Quel diagnostic suspectez-vous et quels autres examens biologiques vous aurez fortement orienté vers ce diagnostic? On a à peu près répondu à la question avec les explications précédentes. Il s'agit d'une alvéolite allergique extrinsèque. L'alvéolite allergique extrinsèque, c'est le poumon de fermier ou le poumon d'éleveur d'oiseaux. Il s'agit d'une réponse allergique à un antigène de l'environnement qui se manifeste par ces accès de dyspnée fébrile répétés. Donc, quels sont les arguments pour ce diagnostic chez ce patient? On a les arguments
de terrain. C'est un patient qui est exposé à des antigènes qui sont, dans son environnement et qui sont pourvoyeurs d'alvéolites allergiques extrinsèques. On a des arguments d'anamnèse, le fait que les signes pulmonaires soient rythmés par l'exposition. Le patient est toujours dyspnéique et fébrile le soir en rentrant de son travail et c'est une apparition qui est semi-retardée après l'exposition. Et puis, bon, on peut avoir des arguments, ça s'arrête à l'éviction de l'allergène, ça rechute à l'exposition. Bon. On a des arguments cliniques pour l'alvéolite allergique extrinsèque, le fait qu'il s'agisse d'épisodes de fièvre élevée, de dyspnée avec toux, qui cèdent en quelques heures. Sur le plan paraclinique, on a les arguments de l'imagerie avec les images en verre dépoli au scanner thoracique. On a les arguments fibroscopiques, le fait qu'il s'agisse d'une alvéolite lymphocytaire avec beaucoup de lymphocytes, donc plus de 50% de lymphocytes, alors qu'un LBA normal contient 5 à 15% de lymphocytes, et une prédominance de CD8. Là où une sarcoïdose aura une prédominance de CD4, l'alvéolite allergique extrinsèque, c'est une prédominance de CD8. Signe négatif, on n'a pas d'autres arguments pour une autre étiologie. Ensuite, la deuxième question, quel examen vous auriez fortement orienté vers ce diagnostic? Eh bien, il s'agit du dosage des précipitines sériques. C'est l'examen biologique qui fait le diagnostic d'alvéolite allergique extrinsèque. Neuvième question, vous avez votre diagnostic, vous allez traiter votre patient, vous pensez qu'il doit arrêter de fumer, qu'est-ce que vous lui proposez? Donc c'est également une question tiroir qu'il faut que vous connaissiez à peu près par cœur. L'objectif, c'est l'arrêt total et définitif du tabac. Prise en charge doit être multidisciplinaire, en réseau de soins. Ce qui est important, c'est de proposer un projet de sevrage au patient. Il faut d'abord évaluer son terrain, c'est-à-dire depuis quand il fume, quelle est sa consommation. Le plus important, c'est d'évaluer sa dépendance. L'évaluation de la dépendance se fait essentiellement avec le test de Fagerström. C'est un questionnaire sur le comportement vis-à-vis du tabac qui va nous donner des arguments et qui va nous permettre d'évaluer la dépendance du patient. Il faut dépister les complications liées au tabac, informer le patient, le sevrage tabagique est toujours bénéfique, et l'informer sur les risques du tabac. Puis enfin, on va, après avoir eu tous ces éléments qui sont essentiels dans la prise en charge, on va pouvoir lui proposer un projet. Projet, ça doit être multidisciplinaire en réseau de soins. Il y aura besoin de plusieurs acteurs. Son médecin traitant, un tabacologue, éventuellement une diététicienne, des infirmières de tabacologie, etc. La consultation doit être spécialisée en tabacologie. Et les 3 points qui sont importants, c'est qu'on va pouvoir traiter le patient. On va pouvoir donner 3 types de traitements au patient pour qu'il arrête de fumer. Il s'agit de tout ce qui est traiter sa dépendance psychique, de tout ce qui est traiter sa dépendance physique avec les substituts nicotiniques, et éventuellement de donner des médicaments qui vont diminuer son appétence au tabac ou avoir un rôle antidépresseur. Donc le traitement de la dépendance psychique, c'est le soutien psychologique ou la thérapie cognitivo-comportementale. Essentiellement la thérapie cognitivo-comportementale qui permet au patient de l'aider à arrêter le tabac. En termes de dépendance physique, il s'agit des substituts nicotiniques. En termes de médicaments qui peuvent avoir un rôle et aider au sevrage tabagique, on a des antidépresseurs comme le bupropion ou des analogues de la nicotine comme le Champix, la varénicline, qui doivent diminuer l'envie de fumer. Ensuite, penser un patient qui arrête de fumer aura souvent besoin d'une prise en charge nutritionnelle pour éviter la prise de poids. Et puis penser que c'est un patient qui doit être surveillé à long terme. Après, j'ai quelques rappels. Je ne traiterai pas tout, vous les aurez également en fiche. Juste une chose, les étiologies des pneumopathies interstitielles, retenez qu'elles sont nombreuses. Le diagnostic différentiel, c'est l'œdème aigu du poumon, qui ressemble cliniquement et à l'imagerie à une pneumopathie interstitielle. Ensuite, les causes principales de pneumopathie interstitielle diffuse chronique, la sarcoïdose, la fibrose pulmonaire idiopathique, bon, les connectivites, hémorragie intra-alvéolaire, les alvéolites allergiques extrinsèques, les pneumoconioses, les allergies médicamenteuses, les causes tumorales avec la lymphangite carcinomateuse, les causes infectieuses qui peuvent être la pneumocystose, la tuberculose, les germes atypiques des virus, éventuellement l'histiocytose languérantienne qui est une maladie de système un petit peu plus rare.
Je vous mets des choses pour comment diagnostiquer une sarcoïdose, comment diagnostiquer une fibrose pulmonaire, une pneumoconiose, une histiocytose. Alors, en conclusion sur ce cas clinique, ce qu'il faut retenir. Première chose, devant une dyspnée fébrile, le premier diagnostic à retenir, c'est quelque chose d'infectieux. Bon. Deuxième chose, retenez que des accès de dyspnée fébrile après une exposition antigénique, ça doit vous faire évoquer une alvéolite allergique extrinsèque. Bon. Ensuite, retenez que les aspects de pneumopathie interstitielle à la radiographie, au scanner, recoupent des maladies multiples. Et donc, il faut faire un bilan exhaustif pour les diagnostiquer. On a des sarcoïdoses, on a la fibrose pulmonaire, on a des causes tumorales, mais on a vraiment beaucoup de choses. Dans ce cas clinique, j'insisterai essentiellement sur l'alvéolite allergique extrinsèque. Retenez le dosage des précipitines sériques, qui est quasi pathognomonique, enfin qui est spécifique de cette maladie. Et puis, retenez à viser orientation diagnostique le lavage broncho-alvéolaire. Retenez la composition d'un lavage broncho-alvéolaire normal et retenez les arguments OLBA qui vous permettent de vous orienter vers chacun des diagnostics évoqués. Bon. Voilà pour le deuxième cas.